Et ses invités aujourd'hui, c'est vous, Marie-Thomas Penette, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous sur ce plateau. Et François-Xavier Destor, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes tous les deux réalisateurs et votre dernier film, Tiaroy 44, est un film France 24. Il sera diffusé samedi prochain sur notre antenne. On en est fiers parce que c'est un film important. On parle d'événements vieux de près de 80 ans, mais qui résonnent encore aujourd'hui. Et pour cause. Nous sommes le 1er décembre 1944 dans le camp de Tiaroy au Sénégal. C'est en banlieue de Dakar. Des dizaines de soldats africains qu'on appelait à l'époque les tirailleurs sont exécutés par des officiers de l'armée française. Ces hommes qui ont combattu pour la France et dont certains sortent de captivité réclament le paiement de leur solde. On va détailler dans un instant. Selon la version officielle, il y a eu une mutinerie, sauf que non. Des historiens ont bien travaillé le sujet. Je pense à Armel Mabon et Martin Moore en particulier, que vous retrouverez dans le documentaire. Et non, ce n'était pas une mutinerie. Ces soldats réclamaient simplement d'être payés leur salaire, leur solde de captivité, puisque beaucoup étaient prisonniers. Ils demandaient simplement à recevoir leur dû. Et ils ont été rassemblés un matin par les officiers français et tués sur une place au milieu de ce camp militaire qui était censé être un camp de transit, un lieu où ils devaient rester quelques jours avant de pouvoir rentrer chez eux avec leur salaire. Et malheureusement, ils n'en sont jamais ressortis. Qui étaient ces hommes et d'où venaient-ils et surtout combien ont-ils été combien d'entre eux ont été tués par leurs frères d'armes ce jour-là? C'est encore une zone d'ombre. Ces hommes étaient pour l'essentiel d'anciens prisonniers de guerre qui avaient été enrôlés souvent de force en 1939-40 pour la France, pour combattre aux côtés des Français au moment de la Seconde Guerre mondiale. Contrairement à ce que dit l'histoire officielle. Absolument. Et ils ont combattu, mais il y a eu la défaite en juin 40 et la plupart d'entre eux ont été faits prisonniers. Non pas en territoire allemand parce que les Allemands refusaient la présence des Noirs sur leur propre sol, ce qui est déjà éminemment raciste, mais prisonniers sur le territoire français. Certains ont participé à des activités de résistance à la fin de la guerre. Ils se sont évadés de ces camps de prisonniers. Et en 1944, en novembre 1944, on leur a donné l'ordre de rentrer chez eux en les privant quelque part de la victoire. Parce qu'à l'époque, la France n'était pas encore sortie victorieuse de la guerre, mais c'était en train de se jouer. Et ils étaient environ entre 1300 et 1700 à embarquer de Morlaix, en Bretagne, vers Dakar. Le nombre de tués est encore mystérieux aujourd'hui. Le bilan officiel fait état de 35 morts, 35 blessés. Mais les archives sont parcellaires, contradictoires, incohérentes. On parle parfois de 70 morts, mais les historiens que Marie citait à l'instant nous parlent plutôt de plusieurs centaines de morts. Il s'agit là, il ne faut pas peur de le dire, d'un crime de masse, d'un crime d'État. Donc, selon la version officielle, il y a eu une mutinerie provoquée par la réclame de cette solde promise qui était en fait un retour sur la solde qu'ils auraient dû avoir, mais ils étaient en captivité sur le continent européen. S'il n'y a pas eu mutinerie, que s'est-il passé ? Ce qu'on peut déduire des archives, puisqu'elles sont beaucoup des documents, des rapports militaires ont été écrits après les événements. Donc, on peut se douter que ceux-ci ont été aussi écrits pour cacher ce qui s'est réellement passé, puisqu'on y trouve énormément d'incohérences. Ce qu'on arrive à reconstituer à travers les différents rapports, c'est que ces soldats ont été réveillés un matin, le 1er décembre au matin, à l'aube, et rassemblés sur une place de ce camp, où ils ont été encerclés par des automitrailleuses, des chars. On parle d'armes très lourdes. On parle d'armes lourdes, oui, il ne s'agit pas de simples fusils. Donc il y avait un service d'ordre, il y avait les officiers qui étaient présents. Et les militaires français ont ensuite écrit dans leur rapport que les tirailleurs étaient armés et qu'ils étaient en train de se rebeller. Ce qui a été démontré qui est totalement faux, ils n'avaient pas d'armes. Ils ont été rassemblés et ils ont été mitraillés par l'armée française. Et on sait même qu'il y a eu un seul blessé du côté du service d'ordre. Mais ce blessé, et ça a été démontré par la suite lors du procès qui a eu lieu, a été blessé par une balle qui a fait un ricochet
et qui venaient du service d'ordre. Donc si ces tirailleurs étaient réellement armés, on peut penser qu'ils se seraient rebellés, on peut penser qu'il y aurait aussi des blessés, voire des morts du côté de l'armée française, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, c'était clairement un piège et ils ont été encerclés et assassinés. Il y a eu préméditation. Le fait de faire venir de Saint-Louis et d'ailleurs des armes très lourdes pour encercler le camp et tuer ces hommes prouve qu'il y a préméditation. Et derrière, par la suite, ce qui est très dur à accepter encore aujourd'hui, c'est que l'armée française a donc tiré sur ses propres soldats, a arrêté les survivants, les a jugés... Il y a eu un semblant de procès, voilà, quelques temps après. Dans une parodie de justice, les a jugés, déshonorés, emprisonnés, et ensuite caché le crime de masse pour le déguiser en mutinerie. On va revenir dans quelques instants sur ce qu'il s'est passé après dans l'histoire et l'enquête que mènent les personnages de votre film. Cette histoire tragique s'inscrit dans celle de ces Africains donc qu'on a longtemps appelés tirailleurs, envoyés au front sur une période d'1 siècle à peu près jusqu'à la décolonisation et dont le sort a pour beaucoup été tragique. Il y a un moment extrêmement émouvant dans votre film, entre autres moments, c'est le témoignage d'un vieil homme qui est dans son lit, un vieux monsieur qui s'appelle Adolphe Serre, qui raconte, il était témoin, en l'occurrence, il a été témoin de ce qui s'est passé à Tireroy en décembre 1944, et il est interrogé par l'historien que l'on suit de votre film, et voilà ce qu'il dit, lui, celui qui a combattu pour la France, de ce que la France a fait de lui. On l'écoute. Est-ce que vous avez entendu les coups de feu? De la gare, on entendait nettement les coups de feu. Nettement. Nettement. C'était pas loin, la gare de Tireroy-le-Camp. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être c'est la guerre. C'est après qu'on nous a expliqué que ces soldats-là ne réclamaient que leur dû. Les indemnités qu'on leur devait pendant la guerre. Pour ne pas leur donner ça, on les a tués. C'est comme on nous a fait ici. Ce n'est pas normal. Je m'excuse du terme, hein, de vous le dire. Mais la France est ingrate envers nous. Et pourtant, nous, les jeunes Africains, on a aimé la France, on a aimé la France. On s'est engagé dans l'armée parce qu'on croyait que l'histoire des races, là, ça n'existait pas dans l'armée. Au contraire, presque la majeure partie des officiers étaient des racistes. La majeure partie des officiers étaient des racistes, des mots très forts. Oui, et c'est vrai. C'est vrai, en tout cas, dans ce qu'on a pu lire, notamment comme François-Xavier parlait de cette parodie de procès qui a eu lieu après le crime. C'était donc le procès pour s'en prendre à 34 tirailleurs qui ont été accusés d'avoir mené la mutinerie. Évidemment, ils ont clamé leur innocence. Mais tout ce qu'on a pu rédiger comme rapport, comme recherche pour trouver les causes, pour pouvoir les accuser, finalement, c'était empreint d'un racisme incroyable. Quand on lit les documents, disons que nous, on en est tombés des nues de voir à quel point on pouvait parler encore du tirailleur Yabon, comment on pouvait les accuser d'avoir séduit les femmes françaises et par ailleurs, il y avait aussi pas mal de misogynie, en plus du racisme, puisqu'on a aussi accusé ces femmes françaises d'avoir détourné ces hommes pour qu'ils prennent conscience de leurs droits. Donc voilà, on est vraiment face à un crime raciste, il faut le dire. C'est une injustice totale et comme on le voit, cette injustice a perduré au fil des années. Elle ne s'est pas arrêtée en 1944. Bien sûr, 80 ans plus tard, donc aucune réparation, bien sûr, pour les familles de ces tirailleurs tués, qui n'ont d'ailleurs, pour la plupart, corrigez-moi si je me trompe, aucunement eu récupéré la dépouille de ces personnes qui ont été tuées. François Hollande est allé à Tireroy en 2014. Il a reconnu la responsabilité de la France dans, je le cite, la répression sanglante. Expression qui a fait tiquer les historiens et les descendants. Parce qu'elle allait, encore une fois, dans le sens d'une répression, d'une mutinerie. C'est ça. Ouais. Quand on parle d'une répression sanglante, on évoque la responsabilité de ces tirailleurs. Or, comme on vous l'a dit, ces tirailleurs étaient désarmés et ce sont des termes qui sont faux.
La réalité, c'est que ça fait plus de 60-70 ans que les enfants et petits-enfants de ces tirailleurs ouest-africains qui sont tombés à Tiaroy se battent pour essayer de réhabiliter la mémoire de leur père ou de leur grand-père. Il y a des archives qui n'ont pas été encore ouvertes. Il y a des archives en tout cas qui n'ont jamais vu le jour. Les historiens n'y ont pas accès. Alors, est-ce que ces archives ont été détruites? Est-ce qu'elles ont été cachées quelque part? Est-ce qu'elles ont été... Enfin, on ne sait pas. On ne sait pas où sont ces archives. Mais ce qui est clair, c'est que c'est très, très étonnant parce que toute l'histoire de l'AOF, et en particulier de Dakar à ce moment-là, a été très, très bien reportée, et notamment l'histoire militaire. Mais au sujet de Tiaroy et autour du camp militaire, on n'a aucune information. On ne sait pas combien de tirailleurs ont débarqué à Dakar le 27 novembre. On ne sait pas combien stationnaient donc, dans le camp de Tiaroy. Et on n'a aucune information. On ne connaît pas leur nom. C'est vraiment des trous, des béances dans les archives qui sont incompréhensibles. Que vous démontrez dans ce film, voilà, pour quelques éléments de fond, et on va laisser bien sûr les téléspectateurs le découvrir. Je voudrais qu'on parle de la forme de votre documentaire. Le choix que vous faites dans ce film, c'est de suivre 3 jeunes qui s'appellent Aïcha, Magui et Babacar. Ils sont tous les 3 originaires de Tiaroy et ils tentent chacun à leur manière de ne pas laisser cette histoire tomber dans l'oubli. Ils posent beaucoup de questions, les bonnes questions d'ailleurs, notamment à l'historien qu'on a croisé à l'instant. C'est un film qui parle de transmission et de réappropriation aussi. Oui, parce que c'est une mémoire qui est très vive, en fait. Tant que cette histoire n'aura pas été écrite, mise à plat, qu'on ne l'aura pas regardée en face, la mémoire des événements continuera de vivre, et notamment là-bas. Quand on est allé pour la première fois à Tiaroy, on a été particulièrement impressionnés par des jeunes lycéens qu'on a rencontrés qui faisaient, avec leur professeur de français, un petit cours de théâtre, un atelier pour parler de cette mémoire de Tiaroy 44. Et ils nous ont interpellés, ils nous ont demandé d'en parler, et ils nous disaient « mais c'est pas possible qu'on ne sache pas ce qui s'est passé. Ici, tous les jours, quand on va à l'école, il est possible qu'on marche sur des cadavres. On ne sait pas où sont enterrés nos ancêtres. Tant qu'on n'aura pas écrit l'histoire, tant qu'on ne nous l'aura pas raconté, on ne pourra pas se construire nous-mêmes. » Et ils avaient 15-16 ans, ils nous disaient ça. Et donc, à chaque fois qu'on est retourné à Tiaroy, on allait auprès de cette jeunesse. Et c'est finalement avec ces 3 jeunes qu'on a rencontrés au fil des années qu'on a construit ce film, parce qu'eux ont un message, cette colère, cette rage, cette frustration qu'ils ont besoin d'exprimer. Et on voulait vraiment leur donner la parole. Voilà, pardon, sans justice, en 2 mots, c'est aussi à propos de cette mémoire qui se perd, cette mémoire vivante, et qu'il s'agit de faire perdurer effectivement sur d'autres générations, quoi. Oui, et puis avec leurs propres moyens d'expression. À défaut de connaître la vérité, qu'elle figure dans les livres d'histoire ou dans les discours politiques ou dans les actes politiques, cette mémoire, elle vit encore dans la culture, dans l'art, et en particulier dans le hip-hop, là-bas au Sénégal. Donc c'était important pour nous qu'ils puissent aussi se saisir de ça pour créer quelque chose et la faire vivre. Merci beaucoup de me permettre une transition parfaite. On va se quitter avec les voix de Aïcha et Magui, qui sont 2 des personnages principaux du film, qui chantent toutes les 2 en mémoire des oubliés de Tiaroy. Tiaroy 44, donc un film France 24 à voir samedi à 22h10 sur notre antenne. Merci beaucoup Marie-Thomas Penette et François-Xavier Destor d'être venus nous en parler. Voilà, on va se quitter en musique, et je vous laisse donc découvrir ce film samedi prochain dans Reporter, le doc porté notamment par Loïc Bérou et Claire Hobbs. On se retrouve juste après la pause avec Damien Coquet. Just